Juste intro avant qu'on ne commence. 90% des gens qui nous écoutent sur notre chaîne ne s'y abonnent pas. Notre objectif est de passer à 50%. Nous voulons que 50% des gens qui écoutent régulièrement notre chaîne s'y abonnent. Nous croyons fermement que notre chaîne produit de la valeur. Alors, si tel est le cas, si vous écoutez régulièrement ou si vous appréciez cet épisode que vous allez écouter du podcast sur YouTube, sur nos plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages. Cela nous aide plus que ce que vous ne pourrez imaginer. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Detour Africa Stories, votre podcast sur le leadership scientifique en Afrique. Je suis votre hôte, je suis Dr. Luria Fono. Et une fois n'est pas coutume, pour ce nouvel épisode, j'ai l'occasion de causer, d'interagir avec une personne qui n'est pas scientifique et qui n'a pas fait d'études en sciences, qui n'est pas docteur, mais qui va nous parler de son histoire et pourquoi est-ce que nous devons avoir plus de scientifiques. Pourquoi est-ce que selon elle, elle pense que la science pourrait l'aider dans son quotidien, pourrait aider beaucoup d'autres personnes. Donc, je vous invite à écouter son témoignage poignant, son histoire émouvante et qui va, j'espère, vous faire comprendre l'importance de la science dans le monde. Michel, qui es-tu et quelle est ton histoire? Alors, Michel, c'est une jeune femme en situation de handicap depuis 11 ans, des suites d'un accident de circulation qui a, je dirais, fait basculer ma vie parce que je suis quittée d'une situation de femme valide, entre guillemets, à femme invalide, entre guillemets, avec tout ce que ça peut entraîner comme expérience de discrimination, de stigmatisation, de rejet, mais aussi beaucoup de résilience et de solidarité, je dirais ça. Ok. Peux-tu nous faire vivre le moment où ta vie a basculé? Alors, c'était en 2013. Je m'étais rendue à Yaoundé. J'étais étudiante, je devais rencontrer mon encadreur. Et sur le chemin, on a fait un accident de circulation duquel je suis ressortie tétraplégique. J'ai une luxation des cervicales. Mon handicap était estimé à 98% à ce moment-là. Donc, c'était je vais dire une paralysie quasiment complète. Plus rien ne bougeait, ni les bras, ni le cou, ni les pieds. La respiration même n'était pas évidente. Ce qui peut expliquer ma voix un peu basse, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment récupéré ma capacité respiratoire. Donc, en fait, ma vie a basculé en 2013 suite à cet accident de circulation. Donc, tu as changé de statut carrément en une seconde, en une fraction de seconde. Tu as perdu la motricité et tout ce que tu pouvais faire, en fait, ton indépendance, en gros, en Oui, en 2013. une fraction de seconde. Je dirais même, au-delà de la motricité, au-delà de l'indépendance, j'ai tendance à dire que j'ai quasiment tout perdu. Parce que lorsque vous n'êtes plus libre de vos mouvements, c'est d'autres personnes qui prennent soin de vous. À ce moment, vous vous retrouvez un peu comme une sorte de bébé. Et donc, même les décisions qui vous concernent, c'est difficile qu'on vous laisse la latitude de les prendre. Vous devenez dépendante pour quasiment tout. Les gestes du quotidien et même votre liberté de penser, votre liberté de choisir, elle disparaît. J'ai perdu de belles opportunités d'emploi que j'avais. Dans le sillage, je pense que j'ai perdu aussi parce que j'étais fiancée à l'époque, j'ai perdu mon mariage. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'aime à croire que l'essentiel qui est mon cerveau a été sauvegardé. L'essentiel qui est ton cerveau a été sauvegardé, mais dès 2013,
à 2024 aujourd'hui. Comment est-ce que tu as fait pour te relever, pour remonter et rebondir et à quoi ressemble aussi ton quotidien depuis cette période-là? Alors, je vais être honnête, ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai toujours été quelqu'un d'indépendant qui veut être libre de prendre ses décisions, de faire des choix et d'assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, se retrouver du jour au lendemain comme un bébé pour qui on fait tout, pour qui on décide de tout, honnêtement, ça a été difficile. Je ne saurais expliquer comment j'ai fait pour surmonter l'épreuve. Je vais pas dire facilement, mais plus ou moins rapidement. J'ai quand même surmonté l'épreuve plus ou moins rapidement. J'ai été beaucoup entourée. Ma famille a été un énorme pilier. À ce moment-là, de se sentir soutenu, de se sentir aimé, de voir des personnes autour de vous qui continuent de croire en vous, qui vous disent, OK, tu as fait cet accident. OK, tu seras peut-être tétraplégique toute ta vie, mais la vie continue. Ça vous motive quand même à vous dépasser. Et ensuite, j'ai rencontré, au-delà de ma famille, il y a 3 personnes qui ont été des facteurs favorables à, je vais dire, mon rétablissement psychologique. Il y a une jeune dame nommée Comfort Moussa. Je la rencontre en 2019. C'est une activiste, elle défend les droits des femmes en général et des femmes en situation de handicap en particulier. Et dans ses yeux, dans son discours, je réalise que mon handicap, en fait, n'est pas tant que ça une fatalité. Il peut être une opportunité de mieux faire, d'être une meilleure version de moi-même. Une autre personne qui m'a aidé, c'est un kinésithérapeute. Euh, il m'a énormément accompagné, matériellement, psychologiquement. Il a été d'un soutien que je ne saurais décrire. Donc, c'est tout ce soutien-là, toute cette solidarité-là, tout cet amour dans lequel j'ai baigné, qui me fait me dire, c'est peut-être difficile, mais ça vaut la peine de continuer. D'accord. C'était difficile, ça vaut la peine de continuer. Et il y a des gens qui t'ont beaucoup aimé, qui t'ont supporté, qui t'ont assisté, qui t'ont redonné de l'espoir, de croire en toi. Mais aujourd'hui, tu fais partie, tu viens à l'émission Detour Africa Stories, la chaîne ou le podcast du leadership scientifique en Afrique, mais tu n'es pas scientifique. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview et pourquoi, selon toi, j'ai souhaité te voir prendre la parole aujourd'hui? Alors, je vais répondre, en fait, je pense que ma réponse répond aux 2 questions. Euh, il n'y a pas, bien qu'on dise que la science est une science exacte, il n'y a pas de réelle unanimité autour de ce qu'on considère comme étant un handicap. C'est vrai que l'OMS a donné une définition, mais si on regarde les législations nationales de différents pays, on se rend compte qu'il y a quand même des variables. Au Cameroun, par exemple, on vous dira que vous êtes une personne en situation de handicap si vous avez un handicap moteur, si vous avez un handicap sensoriel, si vous avez un handicap mental ou si vous êtes polyhandicapé. Or, en France, vous pouvez être considéré comme une personne en situation de handicap si vous avez un diabète. C'est pas forcément la même chose ici. Donc, je pense que, bien qu'il y ait une définition de l'OMS, le fait qu'il n'y ait pas cette unanimité autour de ce qu'on considère comme handicap et comme personne en situation de handicap
est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été invitée et est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer au podcast. Je pense aussi que lorsqu'on parle de leadership, et là je dirais de leadership de femmes, on ne retrouve pas beaucoup de femmes en situation de handicap. Il y en a, mais on continue d'être invisible, on continue d'être oublié. Si vous regardez même dans les organisations de défense de l'égalité, de défense des droits des femmes, les femmes en situation de handicap sont quasiment inexistantes. Vous allez voir des actions que des organismes comme l'ONU mènent avec des guides, je vais appeler ça des guides à la clé, qui recommandent d'inclure les personnes en situation de handicap, d'inclure les femmes en situation de handicap. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Parfois, on peut être présent à des événements, à des rencontres, mais j'ai tendance à dire c'est un peu comme à l'époque où on pouvait inviter une personne noire pour dire, OK, il y a une personne noire et donc on ne fait pas de discrimination. Et donc, parfois, on va vous convier en tant que femme en situation de handicap pour qu'on dise, OK, il y a quand même une femme en situation de handicap, donc on ne fait pas de discrimination, on est inclusif. Oh, c'est pas ça. Nous ne sommes pas nombreuses, nous sommes quasiment inexistantes à prendre place à la table des prises de décision. Donc, je pense que féminin, le leadership féminin des femmes en situation de handicap est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis ici sans prétention aucune. J'ai souvent tendance à dire je ne pense pas être une voix des sans-voix parce que tout le monde a une voix pour s'exprimer, mais j'espère que ma voix contribuera à lutter contre l'invisibilité des femmes en situation de handicap à tous les niveaux de la société. Wow, merci Michel. Tu l'as tellement bien résumé. Tu as tellement vraiment compris pourquoi on t'a invité effectivement parce que dans tes prises de parole partout en public, on voit que tu te donnes vraiment pour faire bouger les choses. Et aussi dans ta posture, je pense que tu es la personne la mieux aguerrie pour comprendre aussi la place de la science et pourquoi est-ce qu'il faudrait, par exemple, qu'on travaille sur comment résoudre le handicap pour qu'il n'y ait plus même s'il y a un tétraplégique, qu'on puisse résoudre ça définitivement. Donc, l'utilisateur principal même de la science, c'est aussi toi. Avec les actions que tu mènes, tu sais mieux que les scientifiques eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. J'ai envie de te demander, selon toi, donc, quelle est ta définition du handicap? Parce que tu as fait un post où tu as parlé de ça. Je pense même que c'est carrément bloqué sur ton profil Twitter ou LinkedIn. Tu parles. Aujourd'hui, je sais qu'il ne me définit pas. Je sais qu'être différente peut être une opportunité. Je sais qu'un handicap ne saurait retirer la qualité des femmes, d'être humain qui a des droits. Qu'est-ce que c'est que le handicap pour toi? Qu'est-ce que c'est que le handicap pour moi? Je dirais le handicap, c'est à partir du moment où l'on se retrouve dans un environnement qui ne tient pas compte de nos spécificités. Je vais prendre un exemple. Si je vais faire une course et que le supermarché est accessible, qu'il y a une rampe, je ne vais pas me sentir en situation de handicap. Par contre, si j'arrive dans un bâtiment où il faut qu'on me porte pour gravir 10, 15, 20 marches, là, je vais me sentir en situation de handicap. Donc, c'est un peu ça, ma définition du handicap, qu'on peut trouver édulcorée, mais je pense qu'à partir du moment où on se retrouve dans un environnement où on ne tient pas compte de la spécificité de nos besoins, là, on est handicapé. Mais à partir du moment où la spécificité de nos besoins sont prises en compte, on peut cesser de l'être, je pense. C'est un peu comme la citation, si vous jugez un poisson à grimper à un arbre, il sera considéré comme idiot, mais si vous jugez un singe à nager, c'est un peu ça, en fait, que tu as de me dire. C'est un peu ça, en fait, oui. Justement, c'est un peu ça. Mettez-nous dans Ok. des environnements où on tient compte de la spécificité de nos Ouais. besoins et je pense que on s'en sortirait quand même mieux
que dans des environnements où rien n'est fait, rien n'est pensé. Je dis souvent la société, elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette, elle est tétraplégique. Et ça crée ce que ça peut créer comme situation handicapante. Mhm. Est-ce qu'il t'arrive justement d'en vouloir parfois à la société ou aux autorités ou à tout le monde quand tu vois les justices? En vouloir à la société, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que pendant longtemps, le handicap a été quelque chose de honteux, quelque chose qu'on a caché. Et donc, là, je reste dans le contexte du Cameroun. Le handicap n'a pas été quelque chose que beaucoup de gens ont forcément connu. Parce que dans des familles qu'une personne avait un handicap, on l'a caché. Je ne peux pas en vouloir à la société parce que elle n'est pas fautive. On ne l'a pas sensibilisée. On ne l'a pas éduquée au handicap. Dernièrement, je regardais une bande dessinée avec ma nièce et il y avait un des personnages en fauteuil roulant. Et elle me dit, euh, Tata Michaud, regarde, elle est comme toi, elle a des super pouvoirs. Il y a d'autres programmes pour enfants où on leur apprend le langage des signes. En fait, c'est pour dire, il y a des sociétés dans lesquelles on inculque dès la base aux enfants qu'il y a des personnes qui peuvent être différentes et vous devez les accepter, vous devez les comprendre. Ce n'est pas forcément le cas ici. Et donc, je peux pas en vouloir à la société. C'est aussi pour ça que j'essaye de faire un travail de sensibilisation. Quand j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux, ce que j'ai dit, c'est, je vais normaliser et dédramatiser le handicap. Parce que c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut être, c'est quelque chose qui est. Donc, je ne saurais en vouloir à une société euh, à laquelle on a presque caché le fait qu'un handicap puisse exister et que ça peut être quelque chose de normal qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, la malchance et j'en passe. Maintenant, s'agissant des dirigeants, oui, je dirais que j'en veux aux dirigeants. Parce que en tant que dirigeant, leur rôle, c'est de tenir compte des besoins de tous les citoyens. Tous les citoyens incluent les personnes en situation de handicap. Si on continue d'être marginalisé, si on continue d'être exclu, si on continue d'être ignoré, pour moi, il y a un manque de volonté politique. Et à partir de ce moment-là, oui, je leur en veux. Parce que je pense qu'ils peuvent mieux faire. Je pense que s'ils le veulent, ils peuvent vraiment mieux faire. C'est pour ça que dernièrement, avec notre association Handicapés et Fiers, on a lancé une campagne pour une meilleure participation des femmes en situation de handicap à la vie politique. C'est bien beau quand les élections approchent, on se rapproche de nous, on nous dit il faut voter, on essaie de rendre les bureaux de vote accessibles. Et j'ai envie de dire à la limite, il n'y a pas que la motricité réduite comme handicap. Qu'est-ce qu'on fait des déficients visuels? Qu'est-ce qu'on fait des déficients auditifs? Comment est-ce qu'ils sont accompagnés pour une interrogation? À un moment donné, on ne peut pas juste être considérés comme des électeurs. Pourquoi on ne peut pas être des élus? Je pense que si une ou plusieurs femmes en situation de handicap se retrouvaient aux tables de prise de décision, les choses pourraient changer parce qu'elles pourraient s'exprimer sur ces questions-là. Elles pourraient faire en sorte qu'il y ait ce commencement de volonté politique de changer quelque chose. Donc, aux décideurs, oui, j'en veux aux décideurs parce il n'y a pas de réelle volonté politique de faire changer les choses. Mm, Je comprends bien ton message. Et justement, parce que c'est d'autant plus dommage parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Je veux dire, quelqu'un peut aller au travail, il rentre d'handicap et c'est pas
C'est pas comme s'il fallait avoir quelque chose en particulier. C'est vraiment que ça peut faire, c'est la vie en fait. Et on ne peut rien, mais il faudrait que le système justement puisse nous prendre en charge, nous prendre en compte et prendre nos besoins. Sinon, on se sent Et exclu, au-delà, sinon vous vous sentez exclu. justement, et je dis au-delà même de l'accident, parce que je dis toujours, je ne souhaite à personne d'avoir un accident ou une maladie grave, mais très peu de personnes veulent mourir tôt. Et donc, l'âge avançant, le temps allant, on finira tous par être confrontés à un ou plusieurs sortes de handicaps. Quand on prend de l'âge, la motricité devient réduite, l'audition devient réduite. Comment est-ce que vous ferez à ce moment-là si dès maintenant rien n'est fait? Comment est-ce que vous ferez quand vous-même, vous serez des personnes âgées? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va se dire, ah, il faut une rampe à la place des fêtes, il faut une rampe ici, il faut une rampe là. Donc, si on pense même seulement au temps qui va passer, à l'âge qu'on va prendre, aux difficultés qu'on aura, on devrait s'intéresser aux questions de handicap. Justement, tu l'as tellement bien résumé. Effectivement, mais avec l'âge, tout le monde est sujet à ça. Donc, tout le monde a moins de force et moins de pouvoir. Donc, on doit effectivement penser à tout le monde. Mais est-ce que les scientifiques, eux aussi, n'ont pas leur rôle dans ça? Parce que si quelqu'un fait le bâtiment ou les voitures ou les véhicules, ne pense pas à tout, inclure tout le monde. Est-ce que nous, on n'est pas responsables d'une certaine manière? D'une certaine manière, oui, vous serez responsable, mais je vais en revenir aux décideurs. Bon, là, je vais rester encore dans le contexte du Cameroun parce que je connais pas forcément les lois des autres pays, où on prévoit plusieurs dispositions dans la loi pour faciliter, je dirais, l'inclusion, ou tout du moins la prise en compte des personnes en situation de handicap. Mais que vaut une loi sans sanction? Que vaut une loi sans sanction? Si on dit les bâtiments doivent être accessibles et que lorsque vous allez demander un permis de construire, on vous donne votre permis de bâtir, pourtant vous n'avez prévu aucune facilité d'accès, j'ai envie de dire, à qui la faute? Il y a un gros travail de sensibilisation à faire, ça c'est vrai, mais il faut qu'on soit honnête. Les, les scientifiques, les ingénieurs, s'il n'y a pas cette contrainte-là, à un moment donné, j'ai bien peur que tous n'y pensent pas forcément. Il y en a peut-être qui vont y penser, mais tous n'y penseront pas s'il n'y a pas ce côté contraignant-là. C'est pour ça que je dis que vaut une loi sans sanction. Puisque si je ne le fais pas, on ne me fera rien. Si je le fais, ça va me coûter cher pour rien. Bon, je ne le fais pas et les personnes en situation de handicap n'auront qu'à aller se plaindre où elles veulent se plaindre. Qu'est-ce qui va lui arriver? Rien. Alors, je pense C'est que vrai. il y avait au-delà du côté humain que chacun devrait avoir, s'il y avait des sanctions, les choses pourraient aller mieux. C'est pour ça que le gros de ma colère, il est concentré sur les décideurs. D'accord. Justement, ta colère, tu l'as transformée en force, en super pouvoir, comme tu l'as dit, et tu as créé l'association Handifier, qui promeut l'inclusivité et l'égalité pour tous. Quelles sont les perceptions sociales et les barrières que tu aimerais briser grâce à ton leadership et à ton association? Alors, la première barrière que j'aimerais briser, comme je l'ai dit, c'est de normaliser le handicap. Il faudrait qu'on puisse considérer une personne en situation de handicap comme quelqu'un de normal. Et à partir du moment où on la considère comme quelqu'un de normal, on lui reconnaît des droits et on respecte. Pour moi, un droit qui est fondamental, c'est le droit de prendre des décisions libres et éclairées, que ce soit au sujet de son corps, que ce soit au sujet de l'éducation, de savoir professionnel, de ce qu'on veut faire de sa vie. C'est pour ça que c'est important pour moi
normaliser le handicap. Et je pense que si le handicap est normalisé, toutes les barrières qu'il peut y avoir vont tomber. Parce que vous, par exemple, en tant que personne valide, entre guillemets, parce qu'on vous considère comme un être humain normal, il y a certaines barrières auxquelles vous ne ferez pas forcément face. Mais à partir du moment où on considère que vous êtes une personne, j'aime pas trop le thème, mais anormale, entre guillemets, là vous faites face à toutes les barrières possibles. Donc nous souhaitons pouvoir normaliser le handicap. Nous souhaitons une inclusion à tous les niveaux de la société, mais vraiment tous les niveaux de la société, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de formation professionnelle, en matière de transport, en matière de santé sexuelle, en matière de participation politique, qu'il y ait une réelle inclusion et plus simplement un simple souci de représentativité, comme j'aime à le dire, pour faire beau dans les rapports. Donc, c'est principalement ça et le leadership féminin des femmes en situation de handicap. Je pense que nous avons quelque chose d'unique à apporter, de par nos expériences de vie, de par nos parcours, de par la résilience qu'on développe d'année en année. Je pense que nous avons quelque chose d'unique à apporter à la société et elle devrait nous écouter. Elle devrait nous donner la possibilité de nous exprimer. Elle devra amplifier nos voix. Ça, je... Ok. Justement, Andy Fier et tout ton impact ne sont pas que des mots. Vous avez accompli déjà beaucoup d'actions. Et est-ce que tu peux nous en parler de certains dont tu es la plus fière? Alors, de quelle action est-ce que je suis la plus fière? Et il y en a trois. Il y en a trois. La première, c'est notre programme MyBooks. Avec la secrétaire générale de l'association, Ninel Pascal, nous considérons que nous avons une certaine chance parce qu'on a pu être scolarisés. On a pu avoir des diplômes qui nous ont permis de nous exprimer, d'avoir des emplois, de fouiller et de saisir des opportunités. Et donc, en 2019, on s'est dit, on va lancer le programme MyBooks parce que l'éducation, c'est la clé. Et donc, depuis 2019, chaque rentrée scolaire, on offre des manuels à des enfants en situation de handicap. On se dit, on se situe dans la continuité des efforts du gouvernement parce que la scolarisation pour cette catégorie d'enfants-là, elle est gratuite, mais les manuels ne le sont pas. Or, les manuels scolaires sont importants. C'est un programme qui date de 2019 et dont je suis particulièrement fière parce que c'est quand même une centaine d'enfants qu'on a pu accompagner depuis là. La deuxième chose dont je suis particulièrement fière, c'est notre film documentaire Les Oubliés. On a travaillé sur un film documentaire avec le Richtakam et leur maison de production Bimoulé Prod qui parlait des droits sexuels et reproductifs des femmes en situation de handicap. Cette thématique était importante parce que le nombre de femmes en situation de handicap dont les droits sexuels et reproductifs sont bafoués, on ne s'imagine même pas. Et pour la plupart, elles restent silencieuses. Elles ne savent même pas à qui s'adresser. Donc, d'avoir pu réaliser ce documentaire-là, croyez-moi, ce n'était pas facile parce qu'il fallait avoir des témoignages et parfois, une dame vous dit, OK, je vais m'exprimer, mais à la dernière minute, elle change d'avis. Ou un parent dont la fille a été abusée
qui à la dernière minute change ta vie. Or, c'est des réalités qu'il faut dénoncer si on veut que les choses changent. Et je pense que ce documentaire-là va contribuer à changer beaucoup de choses. La troisième chose, c'est notre fresque. On a créé ce qu'on appelle la fresque Handi-Femme, qui a été soutenue par AWDF, que je remercie au passage. C'est une fresque qui ressort les principales difficultés auxquelles les femmes et filles en situation de handicap sont confrontées. Nous nous sommes inspirés de la fresque du climat pour faire cette fresque Handi-Femme-là, qui est un outil de sensibilisation qu'on a voulu créer. Pourquoi? J'ai eu ces opportunités-là de participer à des événements comme le Forum international de Russe au Togo, ou alors à des rencontres organisées par des mouvements féministes. Et j'ai pu me rendre compte à chaque fois que les femmes en situation de handicap étaient oubliées. Or, quand on parle de femmes rurales, de femmes victimes de violences, de femmes sujettes des conséquences du changement climatique, femmes et nouvelles technologies, femmes et éducation, femmes et emploi, dans toutes ces catégories-là, vous retrouverez au moins une femme en situation de handicap. Mais si vous regardez les actions qui sont menées, la plupart du temps, les femmes en situation de handicap ne sont pas prises en considération ou ne sont pas incluses. Donc, on s'est dit, on va créer une autre fresque Handi-Femme qui sera un outil de sensibilisation avec lequel on va se rapprocher des associations, des mouvements féministes, des féministes, pour leur dire, vous voyez, voici toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Qu'est-ce qu'on fait pour que dans vos actions, vous tenez compte des femmes en situation de handicap? Parce que je dis, l'ONU dit à l'allure où les choses vont, on n'aura pas atteint l'égalité avant l'an 2130, si je ne me trompe pas. Mais moi je dis, tant qu'on continuera d'être exclu, tant qu'on continuera d'être marginalisé, cette égalité-là, partant du principe qu'on parle d'une égalité pour toutes les femmes, je ne pense pas que même en 2130 on l'aura atteint. Si on parle de l'égalité pour toutes les femmes, il faut vraiment qu'on tienne compte de toutes les femmes, au risque de l'atteindre en peut-être 2300, je ne sais pas. Donc c'est le programme My Books, le film documentaire Les Oubliés et notre fresque Handi-Femme. Ces trois programmes-là me rendent particulièrement fière. On n'a pas la prétention de dire qu'ils changeront le monde, mais je pense qu'ils peuvent contribuer à un changement transformateur. Magnifique. Merci, Michel, pour cette brillante exposition et bravo pour tout ce que tu fais. Mais comment tu fais, à quel moment tu trouves le déclic pour te dire, je vais normaliser le handicap et je vais créer Handifier pour faire bouger les choses? Alors, à quel moment je me dis je vais créer l'association? Comme je disais, après mon accident, j'ai été énormément soutenue. J'ai baigné dans un océan d'amour, de personnes, même parfois que je ne connaissais pas. Il y a des personnes que je ne connaissais pas qui se sont mobilisées pour m'offrir des fauteuils roulants, des lits médicalisés, des sondes urinaires. Et je n'avais rien fait en particulier pour mériter ça. Et à un moment donné, je me suis dit, on t'a donné, tu dois pouvoir donner aux autres. Ce serait égoïste de recevoir et de ne pas donner à d'autres personnes. C'est de là que me vient l'idée de fonder l'association et j'en discute avec Nidel Pascal
et on se dit, Dieu ou la vie nous a fait grâce, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? C'est ce qui nous motive à fonder l'association Handicapés et Fiers. Donc, elle est créée en 2018, mais elle est légalisée en 2019, donc un an plus tard. Mais c'est depuis 2018 que nous avons commencé nos activités. Maintenant, ce qui me motive à normaliser le handicap, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, c'est mon divorce. J'ai été mariée à quelqu'un qui a fait du mieux possible pour que les choses puissent fonctionner. Mais comme je disais tout à l'heure, la société n'a pas été éduquée, la société n'a pas été sensibilisée à la différence. Et je dis toujours, mon divorce aura été un mal pour un bien, parce que lorsque vous faites face à certaines situations, parce que vous êtes différent, ça fait un choc. Et c'est là où je me dis, je dois normaliser le handicap. Je ne veux pas que d'autres femmes puissent vivre ce que j'ai vécu. Je veux qu'elles puissent se sentir normales. J'ai souvent tendance à dire, je vais même glamouriser le handicap. Parce que quand bien même vous aurez un handicap, vous restez une femme comme une autre, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de droits, en termes de liberté, en termes de rêves, en termes d'opportunités à saisir. Dans le déclic pour normaliser le handicap, ça a été cette expérience personnelle. C'est parti de là. Ok. Et qu'est-ce qui te touche actuellement? Qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu vois justement la société? Qu'est-ce qui te déçoit le plus? Qu'est-ce qui me désole le plus? C'est le rejet. Le rejet dont auquel les personnes en situation de handicap continuent d'être confrontées. Ça, c'est la chose qui me désole le plus. La seconde chose qui me désole le plus, c'est le sous-emploi. Lorsqu'on a lorsqu'on a un handicap, travailler, ce n'est pas seulement pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que la discrimination à l'emploi fondé sur le handicap, elle est réelle. C'est une réalité. Or, les personnes en situation de handicap ont du potentiel. Elles ont quelque chose à apporter. Il faut juste qu'on leur donne la chance de pouvoir s'exprimer et montrer ce qu'elles savent faire. Il faut qu'on leur donne la chance. C'est trop facile de dire, nous sommes des charges, mais comment vous allez cesser d'être une charge si on ne vous donne pas la possibilité d'être acteur de votre vie? Comment vous faites pour cesser d'être une charge? Justement, tu parles d'emploi et actuellement, tu occupes tu as occupé des postes de manager de communication digitale et je crois que tu travailles actuellement dans une compagnie camerounaise. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu fais pour avoir un emploi et comment tu t'en es sorti jusqu'à ce niveau? Alors, comment je fais pour avoir un emploi? J'ai souvent tendance à dire, c'est la grâce. J'arrive à Zénith en novembre. En décembre, donc un mois plus tard, je tombe gravement malade. J'ai fait un peu plus d'un mois à l'hôpital.
donc 2 semaines sous oxygène. Quand je sors de l'hôpital, mon médecin me dit, il y a la pandémie Covid, tes poumons ont été fragilisés, tu ne dois plus sortir. Donc je vais dire, m'assigne à domicile 60 jours. C'est 2 mois carrément. Et là, je me dis, je viens à peine de trouver un stage. Comment je fais pour faire 2 mois à la maison? On va me chasser, en fait. Tout me passe par la tête. Et puis, je prends mon courage. Je me rapproche de mon manager. Je me rapproche des ressources humaines. Je présente mon dossier médical. Et on me dit, OK, on va te mettre en télétravail. À ce moment-là, j'étais à cheval entre la communication et le service juridique. Parce que j'ai un master en droit. Mais comme j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un emploi dans le secteur juridique, je tenais à cesser d'être une charge entre 2015 et je crois 2019. Je faisais des boulots de rédaction web. Ce qui fait que j'avais développé quand même quelques compétences en communication qui me permettaient d'être à cheval entre les deux. Donc c'est comme ça que, du fait de mon état, du fait que je dois être en télétravail plein, je travaille essentiellement à la communication, ce qui me permet de finir mon stage. Et je dis toujours c'est la grâce parce que je finis mon stage et après quelques mois, je suis recrutée. Donc j'ai travaillé, je crois, 2 ans et demi à la communication et ensuite j'ai été mutée au service juridique où je suis depuis environ 1 an. Alors, comment est-ce que je fais? Je pense que, en fait, je fais partie des personnes qui pensent que la vie vous donne ce qu'il vous faut au moment où il le faut. Zénith est la compagnie où il fallait que je sois à ce moment-là, où il fallait que je sois à ce moment-ci. On ne va pas se voiler la face. J'ai un handicap qui est quand même lourd parce que c'est une tétraplégie avec ce que je peux avoir comme malaise ou comme douleur qui ne prévient pas. J'ai des managers qui sont super compréhensifs. Ça, il faut le dire. Et c'est ce qui m'aide à surmonter certaines difficultés. Parce que je me dis, Michel, on t'a donné ta chance. Tu dois la saisir. Tu as passé le temps à dire, les personnes en situation de handicap ont du potentiel. Tu dois démontrer que tu as ce potentiel. Parfois, c'est difficile. Il y a des matins où je vais au travail avec des douleurs tellement fortes que je ne sais même pas si je vais tenir la journée. Et donc, que je me gave de sucreries. Je dis le coca, c'est un peu devenu ma drogue. Je me gave de coca parce que je me dis, je dois tenir. Il y a des matins où je vais au travail. Je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer. Parce que mon chauffeur peut-être c'est à 7 heures ou alors à 6 heures qu'il me prévient qu'il ne pourra pas venir me prendre le soir. Donc le matin, je vais avec mon frère. Il me dépose au bureau. Mais honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour rentrer parce que mon chauffeur n'est pas disponible. C'est, c'est des réalités qui sont là, qui sont difficiles, mais que je me dois de surmonter. Parce que quand vous vous battez pour normaliser la différence, vous devez trouver le moyen de faire de vos faiblesses des forces.
C'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et de, de, de travailler mon imagination pour trouver à chaque fois des solutions pour surmonter les difficultés auxquelles je peux faire face. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu merci, je pense que j'ai préservé le cerveau, le muscle le plus important de mon cerveau. Au fond, actuellement, c'est tout ce dont j'ai besoin pour mener à bien les missions qui me sont confiées. Donc, c'est ça. On voit que ta vision, ta force, elle ressort vraiment dans ton message. Et ta vision aussi de comment tu abordes la situation de handicap dans laquelle tu es. Mais j'ai souvent vu dans la société aussi, il y a des gens qui sont complètement à ton opposé, qui eux ne pensent même pas que ce soit possible d'avoir encore un emploi ou de s'en sortir, d'être indépendant comme tu le promeus et comme toi tu es en train de le vivre. Qu'est-ce que tu dis à cette personne qui nous écoute actuellement et qui ne voit pas le bout du tunnel? En fait, il faut se battre. Les Magic System avaient chanté, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut se battre. C'est difficile, mais il faut se battre. Je peux comprendre ces personnes-là parce que, en fait, le handicap vous envoie parfois des vagues tellement fortes qu'il peut être difficile de continuer de s'accrocher. Je pense que l'une des premières choses à faire, c'est de se fixer un objectif. À partir du moment où vous fixez un objectif, vous vous donnez les moyens de l'atteindre. La deuxième chose, il faut être entouré des bonnes personnes entre guillemets. Aujourd'hui, je parviens à faire un certain nombre de choses parce que j'ai des personnes autour de moi. Certaines personnes en situation de handicap n'ont pas cette chance. Mais je pense aussi que c'est une chance qu'on peut se créer. Comme je disais, autour de moi aujourd'hui, il n'y a pas que ma famille de sang, il y a ceux que j'appelle ma famille de cœur. Et je pense qu'ils sont là parce qu'ils ont vu cette volonté que j'ai de m'en sortir. Et c'est pour ça que je dis après s'être fixé un objectif, il faut se créer cet environnement-là qui va vous porter vers vos objectifs. Et il faut croire. Il faut garder espoir. S'il fallait le résumer en une phrase que j'aime bien utiliser, c'est toute vie vaut la peine d'être vécue. Merci, Michel. Toute vie vaut la peine d'être vécue. Tu as parlé aux personnes en situation de handicap. J'aimerais maintenant que tu t'adresses également aux jeunes qui aspirent ou aspireraient à faire le métier de la science, mais qui se disent non, je ne peux pas le faire, ou alors il n'y a pas assez d'argent en science, ou à quoi bon faire de la science même, à quoi bon faire de la science, et même aux scientifiques en eux-mêmes, pour leur dire pourquoi est-ce que tu as besoin qu'ils fassent de la science et qu'ils puissent devenir le scientifique dont l'Afrique a besoin. Est-ce que tu peux dire quelques mots à cet enfant, à ce jeune qui nous écoute, ou à ce scientifique qui nous écoute, de leur rôle dans ta vie? Euh, à tort ou à raison, je pense que, sans vouloir arrêter les sensibilités, les scientifiques sont des petits dieux. Vous avez ce pouvoir de changer des vies. Peut-être ça ne vous rendra pas
millionnaire. Mais je veux croire que de se coucher dans son lit le soir et de se dire, euh, je suis parvenu, je prends un exemple, à concevoir cette machine-là qui a permis à un paraplégique de se tenir debout et de marquer des pas. Ça n'a pas de prix. Je pense que ça n'a pas de prix. Quand on a un petit Dieu, on est comme Dieu. On abaisse son regard sur tout le monde. Peu importe que la personne le mérite ou qu'elle ne le mérite pas. On essaye de tendre sa main à tout le monde. Vous avez le pouvoir de changer des vies. Merci, Michel. J'espère que vous avez le pouvoir de changer des vies. Vous êtes des petits dieux. Ça n'a pas de prix que de sauver quelqu'un, de lui donner des droits ou des opportunités qu'il avait perdues. Et si justement des gens nous écoutent actuellement et voudraient prendre part à ton combat, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où est-ce qu'ils doivent te contacter? Alors, elle peut se rendre sur notre page Facebook. On a une page Facebook Handicapés et Fiers. On a aussi un site internet handifier.org par lequel on peut être contacté. Et le numéro de téléphone, si je peux le partager. Bien sûr. Ok. 696 22 26 75. Donc, ça peut être par Facebook, ça peut être par le site internet handifier.org, ça peut être par le numéro de téléphone ou par mes réseaux sociaux, Michel Sojip, sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Merci, Michel. Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder? Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder? Je pense qu'on l'a déjà dit, mais je dirais l'espérance. En toute chose, il faut garder cette espérance-là. Et je pense que c'est quelque chose aussi dont les scientifiques ont besoin. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je crois que pour obtenir des résultats, parfois vous essayez et vous réessayez. Et ce qui vous permet de continuer, c'est l'espérance. Le monde a besoin d'espérance. Le monde a besoin d'humanisme. Avec ces deux choses-là, on peut créer un monde meilleur pour tous. Merci, powerful. Une bonne phrase pour la fin. Le monde a besoin d'espérance. Le monde a besoin d'humanisme. Merci infiniment, Michel, pour ton temps, pour ton Merci à partage, pour toi, ton Luria. histoire. Merci. Et merci pour l'invitation. Je fais un plaisir.